Nationales, régionales ou ethniques, les identités sont une arme du pouvoir. Un article d'anarcho-syndicalisme numéro 106, mai-juin 2008. Dans les périodes de crise, économique ou sociale, par les temps instables, les individus peuvent se sentir perdus et déboussolés. Certains cherchent alors à se rassurer et se crispent sur des idées reçues séculaires et faisandées, mais qu'il est facile de remettre au goût du jour moyennant un petit vernis moderne. Alors les religions et sectes se réactivent, alors certains arborent leur appartenance à un groupe ethnique, national, régional ou racial. Nous n'échappons pas en France à cette tendance régressive. Pour ne prendre que le dernier exemple, les affirmations identitaires bien franchouillardes, illustrées par la création du ministère de l'identité nationale, se mêlent à celles non moins identitaires des régionalistes, qu'ils soient bretons, basques ou occitanistes. Elles font d'ailleurs bon ménage, et le même élu qui, député, vote à Paris pour l'identité nationale, prend soin en tant que maire de publier une page en langue régionale dans son bulletin local. Reste que, si certains trouvent normal de se revendiquer français de France, occitan del país et autres sottises du genre pour définir leur ligne politique, pourquoi donc d'autres ne se définiraient-ils pas politiquement en suivant le même raisonnement comme tribu noire, arabe de ceci ou autre indigène de cela? Il y a là un créneau politique. Certains s'y sont jetés. Plus ou moins discrètement, des mouvements ethnicistes sillonnent les banlieues pour convaincre des gens que s'ils sont opprimés, c'est parce qu'ils sont noirs, ou éventuellement d'une autre couleur, et que leur ennemi, c'est leur voisin blanc, ou d'une autre race, ou plus classiquement encore l'individu d'une autre religion. À partir de ces prémices simplistes, ces mouvements développent un discours structuré. Leur discours, construit en miroir des discours identitaires à l'européenne, peut s'avérer séducteur. On peut d'ailleurs prévoir qu'ils recevront au nom du relativisme culturel l'appui de penseurs de gauche et même de certains libertaires. Il en est déjà parmi ces derniers qui se vautrent contre toute logique dans les régionalismes. Avec la même absence de raisonnement, ils soutiendront bien des mouvements constitués sur des bases carrément raciales. Face à cette dérive prévisible, nous, anarcho-syndicalistes, réaffirmons que les notions de race ou d'ethnie n'ont pas de réalité biologique et ne sont utilisées que pour masquer les véritables problèmes qui se posent aux individus, pour segmenter la classe des opprimés au profit des puissants. Si nos objections concernant l'État national ou régional ont déjà été abordées à maintes reprises dans les pages de ce journal, il faut rappeler que les typologies qui classent les individus dans une race ou une ethnie et en tirent des conséquences, les noirs sont comme ceci et comme cela, sont une incongruité qui n'a aucun fondement scientifique. De fait, quand on étudie le patrimoine génétique d'une population, il est évident qu'il n'a pas du tout cette belle homogénéité que supposent les théories raciales ou ethnicistes. Tout au contraire. Ainsi, un de nos lecteurs pyrénéens peut être génétiquement beaucoup plus proche d'un de nos lecteurs guatémaltèques que d'un autre pyrénéen. Et s'il a besoin d'une greffe, de rein, de cœur, c'est alors un rein guatémaltèque qui conviendra bien mieux qu'un rein pyrénéen. D'ailleurs, les médecins qui font des greffes, tout comme ceux qui font des transfusions sanguines, se moquent pas mal de la supposée origine ethnique ou de la couleur de peau du donneur et du receveur, qui en France n'est même pas noté. Un niveau plus trivial d'observation montre déjà que, dans quelques groupes supposés ethniques que ce soit, il existe des différences génétiques notables entre les individus. Certains sont plus grands, d'autres plus petits, certains ont de grandes oreilles, d'autres pas, etc. Il serait tout aussi ridicule de classer les gens selon la taille de leurs oreilles et d'en tirer des conséquences sur leur comportement qu'il est ridicule de les classer par couleur de peau ou origine géographique de leurs ancêtres. Sur le plan biologique, scientifique, on sait avec certitude que l'espèce humaine est une et qu'elle est indivisible en races. Les bases culturelles, historiques que mettent également en avant les mouvements ethnicistes pour se justifier n'ont pas plus de réalité. Car la culture à laquelle ils se réfèrent est avant tout un mythe systématiquement reformaté pour les besoins de la cause et l'histoire est réécrite dans le même but. Ceux qui affirment que tout compte fait le colonialisme était bénéfique aux colonisés participent de la même dynamique du mensonge que ceux qui prétendent que tous les blancs sont les successeurs des trafiquants de l'immonde traite des noirs et donc en sont responsables. Ceux qui affirment que la délinquance c'est que les Arabes décryptent, volontairement le plus souvent, aussi mal la réalité que ceux qui affirment que si on est dans le ghetto des cités, ce n'est que parce qu'on est de couleur. C'est oublier un peu vite que noirs ou arabes ne sont jamais relégués dans les cités s'ils remplissent une seule condition, être riches.
C'est oublier que l'État français déroule le tapis rouge avec la même aisance devant les dictateurs blancs ou de couleur, que les enfants des émirs du pétrole n'ont jamais de problème de carte de séjour. En réalité, si on se retrouve dans les ghettos, c'est parce qu'on n'est qu'un pauvre, qu'un petit ouvrier, un chômeur, un petit employé, c'est parce qu'on fait partie de la classe des exploités. Le racisme qui en France frappe de façon croissante les personnes de couleur vient en plus. Il est d'ailleurs entretenu par l'État à travers ses structures, police, écoles, etc., avec beaucoup de perversité. Les inepties racistes et identitaires, quel que soit le bord qui les profère, doivent être dénoncées. Non contentes d'exacerber la haine entre individus, elles font le jeu du pouvoir et masquent les véritables sources des inégalités. Avançant de faux arguments, mais toujours faisant détourner les yeux des monstres que sont le capitalisme et l'État, elles font de plus appel à la lâcheté des individus. Il est tellement plus aisé de s'attaquer à un groupe, surtout s'il est marginalisé et isolé, qu'au pouvoir adverse puissant et bien organisé. Ainsi, les rancœurs contre les frustrations créées par la machine capitaliste et étatique se voient détournées de leur véritable source. Les propos identitaires entretiennent la supercherie comme quoi les problèmes éventuels se résoudraient en cognant sur les petits et non sur les grands, cela même si on sait que ce sont les grands qui sont à l'origine des problèmes. Misérable logique. Pour notre part, les valeurs que nous défendons sont fondamentalement opposées aux aberrations xénophobes et identitaires. En effet, ces doctrines se fondent sur l'appartenance d'un individu à une communauté qui le déterminerait, qui existerait pratiquement immuable, pure de tout temps, une communauté dont l'individu ne pourrait jamais sortir et qui conditionnerait profondément tout son être, sans possibilité de transformation. Une communauté enfin à laquelle il faudrait se référer pour se ressourcer, comprendre d'où on vient et qui on est. Bref, c'est le discours ressassé par tous les identitaires sur les racines. Pour nous anarcho-syndicalistes, plutôt que de chercher à développer d'hypothétiques racines, ce qu'il faut développer, ce sont les neurones. Ça fait toute la différence. Car quand ils font marcher leurs neurones, loin d'être immuables, loin d'être des entités figées, définitivement prédéterminées, les individus recèlent au contraire un énorme potentiel de création et de transformation. Nous avons la conviction que l'homme peut se changer, qu'il peut changer le monde. C'est ce potentiel que l'anarcho-syndicalisme, aujourd'hui dans la lutte et demain dans une société libre, entend libérer et développer. Pierre.